Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Et si l'essence d'un couple épanoui reposait sur bien plus que l'amour ? Dans cet épisode 258, nous allons explorer l'intelligence relationnelle. Cette clé précieuse qui transforme les liens, apaise les conflits et nourrit une connexion authentique. Alors comment mieux se comprendre, comment cultiver un amour durable et quels sont les pièges à éviter ? Vous allez vivre un temps pour réfléchir, pour vous inspirer et peut-être voir votre relation sous un nouveau jour. C'est ce qu'on aime faire à Bulle de Bonheur. Juste avant de démarrer, parlons d'Élodie et Thomas qui se sentent plus complices et plus alignés. Ils m'ont raconté que grâce au quart de 2 minutes de bonheur en couple, ils ont redécouvert des aspects oubliés l'un de l'autre. Leurs discussions sont plus profondes et légères à la fois. Ils ont appris à exprimer leurs besoins sans crainte et leurs conflits s'apaisent plus vite grâce à une meilleure écoute et une meilleure compréhension. Un bel exemple d'une solide intelligence relationnelle. Alors, si vous avez envie, vous aussi, d'avoir cette belle intelligence relationnelle, procurez-vous 2 minutes de bonheur en couple sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai eu une journée épouvantable. Ma boss m'a encore critiquée devant tout le monde. Quand j'en parle à mon chéri, il me répond avec plein de bonnes intentions. Franchement, t'as qu'à lui dire ces 4 vérités. Ou alors, change de boulot. Et là, c'est la douche froide. Je me sens frustrée, même démoralisée. J'attendais du réconfort, une oreille attentive, et à la place, j'ai le droit à une solution qui ne me convient pas du tout. Mais il sait pourtant que j'adore mon travail. Il est hors de question que je parte. Et puis parfois, c'est tout l'inverse. Quand je lui dis que les enfants ont été odieux ce soir, il me prend dans ses bras, me propose de nous asseoir pour en parler, ou alors il me fait rire pour me changer les idées. Et ça, j'adore. Alors ça me chicote. Pourquoi ces réactions si différentes changent-elles tout ? Comment cultiver cette intelligence relationnelle pour être encore plus complice et amoureux ? Mais qu'est-ce que l'intelligence relationnelle ? Alors, l'intelligence relationnelle, c'est cette capacité précieuse qui nous permet de comprendre, gérer et nourrir nos relations. Contrairement à ce que vous pourriez penser, aimer quelqu'un ne suffit tout simplement pas pour vivre dans une relation harmonieuse. C'est fondamental de prendre le temps d'interagir, de s'adapter, d'écouter, de soutenir. Ces 4 verbes favorisent une connexion de qualité et amoindrissent les inévitables tensions. L'intelligence relationnelle est souvent confondue avec d'autres formes d'intelligence, notamment comme l'intelligence cognitive qui est liée à nos capacités de raisonnement, d'analyse et de logique, et l'intelligence émotionnelle qui est notre capacité à identifier, comprendre et gérer nos propres émotions et celles des autres. L'intelligence relationnelle est plus large. Elle s'intéresse surtout à la qualité de nos interactions, à la qualité de notre lien. C'est elle qui nous permet de dire les bonnes choses au bon moment, d'adapter notre façon de parler et d'agir en fonction des besoins de notre partenaire. Imaginez que vous rentrez à la maison après une journée de boulot et vous dites à votre conjoint « T'as encore oublié de descendre la poubelle ce matin ». 9 chances sur 10 que ça tourne au pugilat. Et vous allez vous prendre en retour. Sérieusement, tu pourrais au moins me dire bonjour. Imaginez la même scène. Vous rentrez crevé, la poubelle traîne au milieu de l'entrée et vous dites « Salut chérie, t'as passé une bonne journée ?»« Ouais, plutôt pas mauvaise, répond-il. Et vous renchérissez « Ah, chouette pour toi. Juste un truc, tu penses à la poubelle quand t'auras 1 minute ?» Et dans ce cas, la réponse sera sûrement plus douce et constructive du genre « Ah mince, j'ai oublié ce matin, je m'en occupe après le bain des enfants. » Vous voyez bien que l'intelligence relationnelle est l'art de bien gérer vos échanges pour éviter les tensions inutiles et renforcer la complicité. C'est une compétence qui s'apprend et ça c'est une bonne nouvelle et elle transforme les petits gestes en grandes preuves d'amour. Allez, je change de regard. J'ai pu identifier 5 piliers de cette intelligence relationnelle. Commençons par la première, l'empathie. L'empathie dans le couple, c'est sans doute une clé essentielle. Alors c'est quoi l'empathie ? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ses émotions et ses besoins, sans pour autant se laisser submerger. L'empathie est la base de l'altruisme et d'une bonne connexion. Pourtant,
Dans le cadre d'une relation de couple, développer une véritable empathie est un vrai défi. Et pourquoi ? Parce que c'est précisément dans cette relation de couple que les émotions sont les plus intenses. Comment ne pas prendre personnellement un reproche, une peur, une colère ou une tristesse exprimée par notre conjoint ? Comment rester présent et bienveillant sans nous sentir attaqués ni responsables de ces émotions ? Dans ces moments de tension, les couples en difficulté ont souvent du mal à faire preuve d'empathie. Ils réagissent par la défensive, la justification et le dialogue tourne rapidement au conflit. Rappelez-vous les 4 cavaliers de l'Apocalypse de John Gottman. J'en parle dans le podcast 208, Sauver son couple. À l'inverse, les couples durables y parviennent plus facilement, car ils reconnaissent et acceptent leurs différences. Ils comprennent que chaque partenaire a ses propres sensibilités et ses modes d'expression. Et plutôt que de lutter contre, ils apprennent à les intégrer dans la relation. Prenons un exemple. Un homme qui comprend que sa partenaire a besoin d'exprimer ses émotions à travers les mots. Parce que, pour cette femme, partager ses préoccupations est pour elle une bonne façon de les évacuer. Elle cherche juste à être écoutée et elle n'a pas besoin de solution. De son côté, une femme qui reconnaît que son partenaire est particulièrement sensible à la critique, même formulée avec bienveillance, pourrait ajuster sa manière de s'exprimer et plutôt de dire « on ne sort jamais ensemble » ou pire « tu me sors jamais ». Elle pourrait formuler une demande positive. « J'aimerais qu'on se fasse une petite sortie en amoureux bientôt, qu'en penses-tu » Cette approche augmente les chances d'une réponse favorable et préserve l'harmonie du couple. L'empathie consiste aussi à accepter l'autre tel qu'il est avec son propre mode de fonctionnement, sans chercher à le modeler à votre image. L'empathie permet à chacun de se sentir libre d'être authentique sans craindre d'être jugé. Écouter réellement son partenaire à travers son propre prisme et non le vôtre. C'est une belle attitude qui nourrit la reconnaissance mutuelle et renforce l'estime de soi. Loin d'être de la validation de la simple compassion, l'empathie est une acceptation sincère de l'autre dans sa singularité. Rappelez-vous, écouter ne veut pas dire approuver. C'est cette empathie qui favorise la transparence et la complicité dans le couple. J'irais jusqu'à dire que l'empathie permet d'entretenir et de nourrir l'amour du couple. Bien sûr, c'est loin d'être facile. Cependant, bonne nouvelle, c'est que l'empathie, comme toute compétence relationnelle, peut s'apprendre et se développe avec le temps. En somme, apprendre à être empathique, c'est offrir à son couple une base solide pour une relation plus harmonieuse, plus authentique et plus durable. Quel est le deuxième pilier de l'intelligence relationnelle ? C'est l'ouverture de soi. L'ouverture de soi est une clé de la relation authentique. Et oui, aucune relation durable ne peut exister sans une véritable ouverture de soi. Pour construire un couple solide, osez vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces et vos fragilités. Au début d'une relation, la séduction joue souvent un rôle important. Vous mettez en avant vos meilleurs atouts, vous cherchez à plaire, parfois même en masquant certaines facettes de votre personnalité. Même si cette phase est naturelle, elle ne peut durer éternellement. Alors pas si facile, parce que certains fuient dès que l'intensité des débuts s'essouffle, repartant en quête d'une nouvelle passion. D'autres restent et s'éloignent émotionnellement, cherchant des compensations ailleurs. À l'inverse, les couples qui grandissent ensemble sont ceux qui osent la vulnérabilité, ce mot qui m'est tant cher. Je vous renvoie à notre podcast 49. Ces couples partagent non seulement leurs rêves et leurs espoirs, et aussi leurs peurs, leurs doutes et leurs blessures. Et souvent, cette ouverture crée un effet miroir. Plus l'un se dévoile, plus l'autre se sent en confiance pour faire de même. Ainsi se tisse une véritable complicité où chacun se sent accueilli et prêt à prendre soin de l'autre. C'est vrai que cette ouverture demande un lâcher-prise. Rendez-vous à notre épisode 129 sur le lâcher-prise. Cette ouverture implique de dépasser la peur du jugement et le risque que vos confidences soient un jour utilisées contre vous, ce qui arrive malheureusement trop souvent dans les disputes des couples en difficulté. Je tiens à préciser que s'ouvrir ne signifie pas tout dire. Attention à ces relations trop fusionnelles, parce que chacun a droit à son jardin secret, à des pensées intimes, à des désirs parfois inavouables, tant que cela n'altère pas les fondations de la relation.
Par exemple, il est normal que vous n'ayez pas un accès direct au téléphone portable de votre conjoint. Si vous avez besoin d'y consulter quelque chose, demandez-le lui. L'ouverture à son partenaire n'exclut pas non plus l'ouverture aux autres. Avoir des amis, des espaces personnels, des discussions et des activités extérieures au couple est essentiel. Faut-il dire toute la vérité ? Oui, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Certains silences sont légitimes, surtout si la vérité risque d'être inutilement blessante. Raconter par le menu détail l'intimité de ses relations précédentes fragilise un couple qui se forme et fait grandir la jalousie. J'en parle dans l'épisode 116, je gère la jalousie dans le couple. Les couples durables savent naviguer entre être sincères sans tout dévoiler et préserver une forme d'intimité sans créer de doute. Prenons un exemple. Imaginons que votre conjoint a quelques kilos de trop et s'en désole. Les lui reprocher ne fera pas grandir la relation, au contraire. Si elle vous en parle, répondez-lui gentiment que vous l'aimez comme elle est, au lieu de lui dire combien ça se voit qu'elle a grossi. Rassurez-vous, elle le sait bien. Finalement, l'ouverture n'est pas une simple transparence totale, mais un équilibre subtil entre authenticité, respect de l'autre et protection de la relation. C'est l'alchimie des couples durables. Troisième pilier, l'affirmation de soi et comment trouver l'équilibre dans la relation. L'affirmation de soi ou l'assertivité est une compétence essentielle pour une communication saine dans le couple. Alors j'en ai fait un podcast, c'est le 256. L'assertivité permet d'exprimer ses pensées, ses émotions et ses besoins de manière claire et respectueuse, sans écraser l'autre ni se soumettre à lui. C'est un juste équilibre entre la passivité et l'agressivité, où chacun prend la responsabilité de son ressenti tout en laissant à l'autre la liberté de sa réaction. S'affirmer dans une relation repose sur 3 piliers. Le premier, la confiance en soi, c'est se sentir légitime à exprimer ce que l'on pense et ce qu'on ressent sans attendre l'approbation de l'autre. L'estime de soi, c'est reconnaître sa propre valeur et savoir qu'on mérite une relation équilibrée et respectueuse. Et enfin, la conscience de soi, c'est comprendre ses propres limites, ses émotions et ses besoins pour pouvoir les exprimer avec justesse. Une personne assertive, c'est dire « je ressens, j'aimerais, j'ai besoin de », au lieu de pointer du doigt avec des reproches comme « tu ne fais jamais, on devrait ». Rappelez-vous qui détient la télécommande de votre bien-être. C'est bien vous. Une personne assertive sait aussi poser ses limites calmement, même dans des moments de tension, et elle utilise son langage non verbal, sa posture, son regard, le ton de sa voix, pour renforcer son message. À l'inverse, dans les couples en difficulté, la communication oscille souvent entre agressivité et passivité. L'un des partenaires peut s'imposer avec colère, justifiant son comportement par un fort caractère, tandis que l'autre, plus réservé, finit par se taire, se replier et perdre progressivement confiance en lui. Cette dynamique n'est bénéfique pour personne. Le plus silencieux se sent étouffé et l'autre, malgré son besoin de contrôle, perçoit inconsciemment que son partenaire lui échappe. À terme, cela génère frustration, distance émotionnelle et parfois même une perte de désir. L'affirmation de soi est donc bien plus qu'un simple mode de communication. C'est une clé pour construire une relation où chacun se sent entendu, respecté et libre d'être pleinement lui-même. Et la bonne nouvelle ? Ça s'apprend et ça se cultive pas à pas dans le quotidien du couple. 4e pilier de l'intelligence relationnelle, le positivisme, qui est l'art de cultiver le bonheur à deux. Les recherches montrent que les couples durables s'entourent de 5 fois plus d'interactions positives que négatives. Ils expriment leur affection, utilisent l'humour, valorisent leur partenaire, le touchent, le remercient. Autant de gestes qui renforcent leur lien et nourrissent la complicité et remplissent ce que j'appelle le compte en banque affectif. À l'inverse, les couples en difficulté laissent place aux critiques, aux reproches, aux menaces et au silence, creusant ainsi un fossé entre eux. Les couples épanouis ne sont pas dans une quête idéaliste de l'amour parfait, mais dans une vision réaliste de la relation. Ils savent que la perfection n'existe pas et ils préfèrent voir le meilleur chez l'autre plutôt que de s'attarder sur ses défauts. Par exemple, un homme qui reproche à sa femme de manquer de libido aura-t-il plus de chances d'améliorer leur intimité ? Probablement pas.
De la même manière, une femme qui accuse son compagnon d'être introverti risque-t-elle de l'encourager à plus partager et à davantage parler ? Certainement pas. Dans les deux cas, la critique ne fait qu'accentuer le problème. Les couples durables évitent ces pièges en cherchant à comprendre les besoins et les ressentis de l'autre plutôt que de le blâmer. Ces couples durables adoptent aussi une attitude tournée vers l'avenir. Ils construisent des projets ensemble, des plus petits aux plus ambitieux. Organiser un voyage, choisir un resto, rénover une pièce de la maison, célébrer une réussite professionnelle, préparer l'arrivée d'un enfant ou imaginer leur retraite. Chaque étape franchie renforce leur optimisme et leur donne envie d'avancer main dans la main. Même face aux difficultés, ces couples durables choisissent de voir le verre à moitié plein plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas. Ils cherchent ce qui peut être appris ou transformé. Cette mentalité leur permet non seulement de surmonter les épreuves ensemble, mais aussi d'en sortir grandis. Enfin, les couples durables savent s'entourer de relations positives. Ils se rapprochent d'amis et de familles qui soutiennent leur bonheur plutôt que de ceux qui nourrissent le doute et la rancœur. Être positif en couple est loin de nier les difficultés ni fuir les conflits. C'est apprendre à les traverser ensemble avec bienveillance et complicité, en se rappelant chaque jour les raisons pour lesquelles vous vous êtes choisis. Enfin, 5e et dernier pilier de l'intelligence relationnelle, qui est l'art de la négociation. Toute relation de couple est la rencontre de deux univers différents. L'autre n'est ni votre reflet, ni la version idéale de vos rêves. Il est donc tout naturel que des divergences apparaissent. Là où les couples malheureux se retrouvent prisonniers de leurs conflits récurrents, les couples durables, eux, ne cherchent pas toujours à résoudre à tout prix leurs problèmes. En fait, ils apprennent à les gérer de manière à ce qu'ils n'empoisonnent pas leur relation. Ces couples durables savent qu'il vaut mieux être heureux que d'avoir raison. Ils maîtrisent l'art de la négociation en comprenant que, dans un couple, il ne peut y avoir que deux gagnants ou deux perdants. Contrairement à une idée répandue, négociation ne signifie pas compromis. Les couples durables ne sacrifient pas systématiquement leurs envies pour sauver la face. Un compromis peut mener à une frustration mutuelle. Par exemple, si l'un souhaite partir en vacances à la mer et l'autre à la montagne, se sacrifier pour avoir la paix ou faire plaisir n'est pas forcément une bonne solution. Car si jamais vous êtes parti à la mer et qu'il fait un temps de chien, vous allez reprocher à votre conjoint de ne pas être parti à la montagne, c'est quasi 100% garanti. Parce que c'est dans les moments de tension que ces sacrifices ressurgissent. À l'inverse, une négociation réussie cherche une solution gagnant-gagnant où chacun se sent entendu et respecté. Ça signifie aussi exprimer clairement ses attentes et rester ouvert aux solutions qui permettent à chacun d'y trouver son compte. Pour le couple dont nous parlions, ce serait peut-être partir en Corse avec mer et montagne. Les couples durables comprennent aussi que certains différends sont irréconciliables et c'est parfois dans l'acceptation qu'ils trouvent la paix. Et oui, tous les conflits ne peuvent être résolus. Alors j'en parle dans l'épisode 215, Cultivons nos différences. C'est ce qu'on appelle les conflits insolubles et c'est la suite des travaux de John Gottman. Pour tous les problèmes solubles, un processus en 5 étapes s'impose. Déjà, identifier le problème. Explorer les solutions possibles. Ensuite, choisissez une solution mutuellement satisfaisante, une solution win-win. Ensuite, 4e étape, vous mettez en pratique cette solution et pour terminer, vous évaluez et vous ajustez si c'est nécessaire. Tout au long de cette démarche, l'écoute active est évidemment essentielle. Prenons un exemple concret. Un homme passionné de tennis décide, sans en parler à sa femme, de s'abonner à un club ainsi que toute sa famille. Il imagine des week-ends idylliques en famille. Cependant, sa femme le prend très mal à l'annonce de la nouvelle. Pour elle, cet abonnement représente une charge supplémentaire et un sacrifice financier. Si la décision avait été prise ensemble, une autre solution aurait pu émerger, comme des locations ponctuelles d'un terrain municipal. Rappelons que chacun est responsable de sa manière de s'exprimer, mais pas de la manière dont l'autre reçoit le message. La vraie question à se poser dans un conflit est « Veux-tu avoir raison ou veux-tu être heureux ?» Et hop, je me lance. En bref, si je résume, l'intelligence relationnelle permet au couple durable de 1. S'exprimer sans reproche, 2. Écouter sans interrompre
Et 3. Valider les émotions avant de donner des conseils. À vous de jouer, chers auditeurs. Comme l'intelligence relationnelle n'est pas juste un concept flou, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose concrètement de reformuler ce que votre chéri a dit avant de répondre, pour montrer que vous avez bien compris et vous éviterez bien des malentendus. C'est l'instant inspirant avec la petite mousse de la semaine qui nous vient d'Alain et qui nous dit « Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.